Bonjour Oussama, Genre, c'est un super plaisir en fait de te recevoir aujourd'hui. Alors un petit pitch en fait avant de commencer les questions. Tu as créé ton premier business à 12 ans. Tu es le cofondateur de The Family. Tu dis de toi, j'ai pas l'impression de travailler, je m'ennuie vite. Mon job, c'est d'aider les autres à réussir. Les Américains diraient de toi très certainement que tu es bankable, serial video maker avec 600 vidéos par an et tu fais régulièrement plus de 100 000 vues, ce qui est plutôt un énorme carton. Tu es une sorte de Che Guevara de la French Tech, sans langue de bois. Tu dis quand tu radicalises, il faut avoir son propre moyen de communication. Tu te dis aussi en manque de clash. Alors, je ne sais pas si on aura dans cette interview. Et donc, ma première question, 7 ans plus tard, après la création de The Family, est-ce que tu as réussi ton coup d'État? euh, alors pour reprendre une métaphore révolutionnaire, la révolution n'échoue jamais, ne réussit jamais, elle ne fait que continuer. Euh, donc je pense que le coup d'État ne s'arrête jamais. On a réussi des choses indéniablement. Euh, je pense que on a aidé pas mal de startups à grossir, on a changé un peu la perception des entrepreneurs français à l'international. Euh, on a amené des gens à devenir entrepreneurs alors qu'ils n'auraient jamais imaginé l'être avant. Maintenant, la tâche est par définition impossible. Donc, on peut passer 40 ans à faire ce que je fais et pas avoir l'impression d'avoir réussi. Alors, une chose aussi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi ça marche, Oussama? Moi, ce qui m'a frappé en t'écoutant, c'est que tu es quelqu'un d'assez zen, très posé. Et la question que je me posais, c'est est-ce que tu apportes un peu de sérénité, d'expérience et de bon sens aux entrepreneurs et c'est ça qu'ils apprécient chez toi? Alors là, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, je suis le premier à étonner du fait que ça marche, pour être honnête. Des fois, je m'écoute, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible. Je radote, je dis la même chose. Mais en fait, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Après, j'ai la chance d'avoir développé une certaine authenticité et une certaine honnêteté intellectuelle, on va dire, qui, je pense, est très, très, très appréciée. Euh, et et j'ai pas trop peur de dire les choses aux gens. Donc je pense que cette honnêteté et cette fraîcheur fait que les gens sont plutôt contents. D'ailleurs, même les gens pas d'accord avec moi, bon, il y en a qui sont agacés, mais au fond, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à nier qu'il n'y a pas énormément d'authenticité et de sincérité dans tout ça, quoi. Et alors, cette période de crise sanitaire a été assez particulière pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du nouveau modèle The Family? Oui, Euh, bien sûr. et voilà, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous en avez appris? Et je crois que vous avez pas mal pivoté en fait à ce moment-là. Donc, est-ce que tu peux Ouais, nous en parler? grosso modo, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait pendant 7 ans, sauf qu'au lieu de le faire avec des bureaux et en physique et en présentiel, on le fait en ligne. Et donc, qui dit en ligne dit global, qui dit en ligne dit aucune frontière, qui dit en ligne dit en anglais, qui dit en ligne dit avec une capacité à adresser des marchés hyper secondaires instantanément, comme les pays émergents, la province. Euh, et ça reflète un peu notre vision depuis le début. Alors moi, ça fait très longtemps que je rêvais d'avoir un The Family en ligne. C'est pour ça qu'on a publié des vidéos sur YouTube, etc. Mais le fait d'être 100% en ligne, c'est un pas de géant, parce que d'un seul coup, les gens n'ont pas l'impression que la version en ligne est une version dégradée. Ils ont l'impression que la version en ligne, elle a vraiment été pensée pour être en ligne et tout le monde a cette même expérience, qu'il soit à Paris, New York ou au fin fond d'un village des Andes. Et aujourd'hui, votre métier principal chez The Family, c'est quoi? Alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle d'incubateur, parce que tu dis, moi, je fais du scale-up, je ne fais pas de Ouais, l'incubation. notre métier, il est simple. Notre métier est d'échanger notre leverage contre de l'equity dans les parts.
dans les entreprises. Donc, nous, on a un certain nombre de leverage, que ce soit de marques, de conseils, de savoir-faire, d'accompagnement, de financement, d'accès au capital, etc. On pense qu'on est un associé pas trop mal à avoir et qu'on est capable de faire des choses magiques. Et en échange de ça, on demande une part du capital qui est entre, il y a des deals qu'on fait à 15% et des deals qu'on fait à 5%. Ça dépend de est-ce que la boîte a déjà levé des fonds ou pas, est-ce qu'elle a déjà des associés ou pas, etc. Et en fait, ce leverage, il est ce dont on a besoin pour faire qu'une entreprise ait de plus grandes chances de succès. Je pense que nous, on est dans le métier, on ne peut pas vraiment dire aux gens comment réussir, mais on peut leur donner des moyens et des outils qu'ils ne pourraient pas avoir par eux-mêmes. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est sur la façon dont vous investissez dans les startups. Très souvent, on parle de critères assez rationnels sur la proposition de valeur, la taille de marché. Et toi, tu as introduit un nouveau concept que je trouve intéressant, qui est le coup de cœur. Tu dis qu'il faut qu'il y ait un coup de cœur. Alors, ma question est un peu plus large que ça, c'est faut quoi pour entrer dans la famille? Il faut bien s'entendre avec nous, quoi. En fait, le problème des critères rationnels, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur valeur et qu'ils n'existent pas. Ça veut juste dire qu'on est à un stade où tout est changeable. Ce que les gens ne comprennent pas, les gens se comportent avec les startups comme si c'était des adultes. Moi, j'aime bien dire les startups sont à l'économie ce que les enfants sont à la vie. Si tu as un enfant de 3 ans devant les yeux, il est fort probable que ta façon de l'élever ait un impact sur qui il sera. Alors, ce ne sera pas un impact à 100%, mais il y a plein de choses que si ça ne va pas chez lui, tu peux les changer. Si tu récupères un mec de 45 ans, travailler, alors c'est toujours possible de travailler sur ses défauts, machin, mais bon, il y a quand même 45 ans qui sont passés par là. Et alors, c'est un peu la même chose avec les startups. C'est-à-dire que les gens ne voient pas, quand les gens disent, voilà, moi je veux un business model qui fait ci, qui fait ça, je veux des critères qui font ci, qui font ça, les gens ne se rendent pas compte en fait que tout est changeable, quoi. Il y a rien qui ne peut pas ne pas se transformer. Il est tout à fait possible de changer le pricing d'une entreprise. Par exemple, je sais pas, les gens vont se dire, je ne vais pas investir dans cette boîte, je pense qu'elle vend ses produits pas assez cher. Nous, notre métier, c'est de monter les prix. Donc, il n'y a rien à ce stade-là dans une startup qui n'est pas transformable, changeable, adaptable. Donc, la seule chose qui reste, c'est la relation de cœur que tu as avec les fondateurs et la motivation que ça te procure. Il y a des gens qui te motivent et des gens qui ne te motivent pas, quoi. Et souvent, en fait, des questions sur c'est quoi la secret sauce pour réussir. Alors, pour toi, plutôt, quels sont les éléments qui sont rédhibitoires dans une startup pour réussir? Je pense que les gens qui manquent de flexibilité mentale, qui ne changent pas d'opinion très vite, ça c'est. Et puis tous les gens idéologues qui sont dans une quête, qui ont une sorte de mission sacrée supérieure à leur boîte. Ça ne marche pas. C'est vraiment. Soit tu es flexible, tu écoutes le marché, tu es capable de changer vite et de t'adapter, soit tu es dans le débat idéologique. Et si tu es dans le débat idéologique, c'est un enfer. Donc, la flexibilité, il y a d'autres éléments pour toi qui sont rédhibitoires? Après, je pense que le fait de ne pas être capable de faire, ça c'est très courant. Les gens disent j'ai une idée, il faut que je trouve quelqu'un pour la faire. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de gens qui savent faire des choses. Alors, il y a un autre point qui est assez important en fait dans tout ce qui est startup, c'est la quantité d'argent qui est levée. Et puis finalement, il y a très peu de Xavier Niel à la fin. Alors, à ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est spécifique à la France? Est-ce que c'est pas spécifique à la France? Est-ce qu'on s'y prend mal? Non, c'est pas spécifique. Alors après, franchement, sur les 10 dernières années, on a quand même produit un nombre d'entrepreneurs extraordinaires. Il y a plein de petits Xavier Niel en devenir.
qui sont en train d'arriver et qui font des choses extraordinaires. Je ne pense pas que ce soit spécifique à la France. Je ne pense pas que les taux de succès soient si bas que ça. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est que pas assez de gens essayent et ça manque sans doute un peu de diversité en France. C'est un peu toujours les mêmes qui font des boîtes. Mais bon, c'est le genre de problèmes qui sont en train de se résoudre. S'il y a bien un sujet sur lequel je pense la France va mieux sur les 10 dernières années, c'est sur l'énergie entrepreneuriale. Il y a 10 ans, être entrepreneur, c'était un accident. Aujourd'hui, c'est à peu près normal. Et tu peux nous donner un ou deux exemples, alors qu'ils soient The Family ou pas, de start-up ou de coup de cœur que tu as pu avoir, ou peut-être en fait d'investissements que vous n'avez pas fait et que rétrospectivement vous auriez aimé faire. Bon, le plus connu qu'on n'a pas fait et qu'on aurait adoré faire, c'est Vaudou dans les jeux vidéo. On l'a raté de très peu, mais on l'a raté, on n'a pas compris. Euh, et, euh, et l'archétype de la boîte The Family impressionnante, c'est Payfit dans les fiches de paye, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, alors il y a eu pas mal d'investisseurs par la suite en fait dans Payfit. Tout le monde en parle aujourd'hui comme étant une super réussite à la française. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial en fait dans l'équipe Payfit quand vous les avez rencontrés? Bah, pour être honnête, si on avait vu qu'ils étaient spéciaux à ce point-là, on aurait mis tout notre argent dedans. Donc, je veux dire, au moment où ils sont rentrés, ils étaient dans le top 1% de nos boîtes. Mais bon, ça fait quand même beaucoup, 1% d'un millier de boîtes. Mais c'est des gens qui ont une détermination hors du commun, un sens du client hors du commun. Dès le début, ils ont démontré une capacité de faire qui était unique. Leur première démo à Payfit était déjà hyper impressionnante. Maintenant, est-ce que quand j'ai vu cette première démo, je me suis dit que Payfit serait une boîte qui pourrait potentiellement valoir 10 milliards? Je ne vais pas mentir, bien sûr que non. Encore une fois, si je l'avais su, j'aurais été emprunté de l'argent à tout le monde et j'aurais donné tout l'argent et j'aurais arrêté. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et puis ça va vite, ça va vite. Donc tu es content. Moi, je remercie le ciel de nous avoir présenté Payfit. Je remercie les fondateurs de nous avoir laissé prendre de l'equity chez eux. Il y a quand même c'est un métier dans lequel la chance joue une part indéniable, indéniable. Rétrospectivement, tu peux te dire plein de trucs. Tu dis, ah oui, j'avais vu ça, machin. Mais la vérité, si tu es un peu honnête sur le moment même, et d'ailleurs, c'est le business de The Family. Le business de The Family, c'est de prendre un pool de gens qui ressemblent à des pépites et que sur ce pool de gens, il y en ait un qui réussisse. Parce que tu ne peux pas prendre tout le monde. C'est ça le problème de notre métier. Et donc, de temps en temps, tu rates un vaudou, quoi. Et tu as une start-up en fait où à l'inverse, vous avez investi et ça n'a pas forcément tourné comme vous le souhaitiez. Et Ah pour quelle raison? ça c'est notre quotidien. Mais après, moi, un des échecs les plus décevants, c'était Menu Next Door, qui était une start-up belge qui était vraiment partie sur les chapeaux de roue, auquel j'ai beaucoup cru. Et en fait, la hype du début s'est transformée par une faible rétention client. Mais là, j'ai été très surpris. Vraiment, c'est l'un des rares moments où je me suis dit, putain, c'est quand même. Celle-là, j'y ai cru plus que d'habitude. Et bon, ça n'a pas marché. C'est là où on voit à quel point les hypes du début ne sont rien par rapport à l'acquisition client, quoi. Tu peux avoir énormément de hype, mais si tu n'as pas de rétention, tu n'as pas de rétention, quoi. Et il y a une notion en fait dont tout le monde parle actuellement qui est le cash efficiency. Euh, alors qui est un peu, j'allais dire, inverse à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est-à-dire que on avait un peu une course à l'hypercroissance à n'importe quel prix. Toi, tu dis il faut lever beaucoup d'argent et faire comme si on n'en avait pas. Est-ce que ce mindset, tu le sens arriver et tu sens que les choses vont changer en ce sens-là? Ouais, alors, ce qui est génial, c'est que la contrainte crée la raison. Euh, Là, on fait face quand même à une situation dans laquelle tous les gens se rendent compte que la levée de fonds ne va pas être aussi facile qu'elle l'était. Et donc, tout le monde switch de mode.
C'est pour ça que moi, je suis d'ailleurs je pense que c'est comme tous les sujets, il ne faut pas être idéologique. C'est pas un débat idéologique d'être pour ou contre les levées de fonds. Ça n'a pas de sens. Il y a pas de. Est-ce que tu peux lever de l'argent, dans quelles conditions, est-ce que c'est malin ou pas de le prendre? Point. Alors des fois oui, des fois non, des fois pourquoi pas, des fois tu te trompes, des fois tu prends l'argent, tu n'aurais pas dû prendre l'argent. Enfin, bon, oui, c'est toujours facile rétrospectivement de découvrir ce que tu apprends. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a moins d'argent, il faut que les entrepreneurs s'adaptent très très vite. Là, il n'y a pas de place en ce moment pour l'hésitation. Alors, j'ai encore deux questions. En fait, une qui est plus relative aux grands groupes. Je sais que Mhm. vous avez aussi essayé à un moment d'accompagner les grands groupes, ce que vous faites peut-être toujours aujourd'hui. Est-ce que c'est une initiative qui a porté ses fruits? Oui, alors ça a même spin-offé dans une entreprise indépendante qui s'appelle Pathfinder, qui compte 15 salariés. Donc maintenant, ça a sa vie autonome, etc. Donc c'est assez agréable. C'est plus dans le core business de The Family, comme ça a pu l'être à un moment donné, mais ça vit sa vie. D'accord. Et ma toute dernière question, en fait, Oussama, c'est tu as Mhm. été entrepreneur, puis investisseur. Est-ce que demain, tu seras de nouveau entrepreneur? Et tout ce que tu fais là, ça ne te donne pas envie à un moment de remonter toi un business? Pas vraiment. Je préfère. J'avoue quand même, entre investisseurs, c'est quand même beaucoup plus reposant. Euh, la vie est longue et pleine de mystères, donc je ne vais pas dire jamais, parce qu'à chaque fois que tu dis jamais, c'est évidemment ce qui te tombe sur la gueule. Mais disons que je ne le vois pas. Je vois pas. Souvent, je réfléchis à qu'est-ce qui me pourrait. Il y a une seule boîte qui me donnerait envie de reprendre l'entrepreneuriat, c'est de créer une compagnie aérienne. Mais bon, c'est un fantasme. J'aime bien cette idée j'aime bien l'idée des avions, quoi. Mais je pense que dans l'aérien, il y a tellement de trucs à faire. Mais même ça, je me dis que je serais quand même plus heureux de trouver quelqu'un qui a envie de le faire et qui est capable de porter une vision pareille que de le faire moi-même, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, Oussama, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment en fait avec nous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite et pour le Merci. nouveau The Family. Merci beaucoup. Merci, Oussama. Merci.